Pauline et Simon, avec leur chaîne Périplétie, c'est un peu une drôle d'histoire. Ils étaient présents très tôt dans la communauté du coin des youtubeurs, et quand je suis allé découvrir leur chaîne YouTube, j'ai tout de suite compris qu'il y avait un truc qui se passait. C'était une chaîne qui avait moins de 10 000 abonnés au moment de l'interview que vous allez écouter là, et qui pourtant faisait entre 20 et 30 000 vues par vidéo. Chaque vidéo dépassait la précédente, et clairement il se passait quelque chose. Je me suis vite rendu compte qu'ils avaient compris beaucoup de choses de YouTube, aussi en faisant des erreurs avant, mais très vite ils ont chopé le truc, sur une niche qui peut-être vous parle pas, qui est la niche des camping-cars. On va parler un tout petit peu évidemment de voyage, mais on va surtout parler de YouTube et de stratégie et de technique et de comment créer du bon contenu pour dépasser sa niche justement. Donc je vous souhaite une très bonne écoute en compagnie de Pauline et Simon. On a compris que pour passer sur YouTube, il fallait être plutôt une niche au début. C'était l'erreur qu'on a fait aussi, d'être trop large et trop généraliste au début. On était un petit peu naïf peut-être. À l'envers, ouais. L'ambition, je sais pas. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Créateurs Vidéo, le podcast. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'être avec Pauline et Simon de la chaîne Périplétie. Bonjour. Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors, je vais présenter rapidement votre chaîne. Votre chaîne s'appelle de son nom complet Périplétie, nos voyages et astuces en camping-car. C'est une chaîne qui parle essentiellement aujourd'hui de camping-car. Ça commence un petit peu sur le van et probablement peut-être d'autres moyens de transport pour le futur. On verra. C'est ça. Mais beaucoup de voyages du coup. Vous avez aujourd'hui quasiment 10 000 abonnés, probablement plus de 10 000 au moment où ce podcast sera publié. Vous faites en moyenne à peu près 20 000 vues par vidéo, qui est bien supérieur à votre nombre d'abonnés, ce qui est souvent signe d'une chaîne qui marche bien et qui se développe vite. Vous avez au total 110 vidéos et quasiment 700 000 vues sur votre chaîne. Vous avez été tout récemment mis en avant par YouTube en tant que créateur à découvrir sur la page Tendance. On y reviendra plus tard dans cet épisode. Et vous tournez vos vidéos à deux. C'est toujours dans la bonne humeur, parce qu'on aime beaucoup suivre vos vidéos. On s'éclate bien, on a la banane quand on les regarde. On apprend des trucs en plus et ça donne envie de voyager. Donc voilà, c'est une chaîne qui monte, qui est promis un bel avenir. Donc je suis très content de vous accueillir dans ce podcast. Quelle belle introduction, ça fait rougir. Alors la première question que j'ai pour vous, c'est comment a commencé votre aventure YouTube ? Toi, moi. Allez, je t'en prie. Allez. Alors YouTube, ça a commencé en 2016, mais pas tout à fait. En 2016, on avait fait un tour d'Europe en camping-car, où on s'est lancé pendant un an, on a tout quitté. Le but du jeu, c'était de faire des reportages à travers l'Europe. Et on avait pris la chaîne YouTube comme une façon de publier nos best-of de voyage. Donc on gérait une chaîne, mais sans vraiment la gérer. On ne connaissait pas vraiment les codes de YouTube. Et c'est une chaîne qui vivotait, quoi, qui n'avait pas vraiment beaucoup d'impact. Et puis... c'est cette année, en fait, 2019, où on s'est dit, avec les tutos qu'on faisait, avec l'expérience qu'on avait en camping-car et dans le domaine du véhicule aménagé, on s'est dit, il faut développer ça et on s'est mis à plus alimenter la chaîne. On est devenu de plus en plus régulier, on a essayé, en tout cas. C'est là qu'on a vu aussi la différence vis-à-vis du retour, en fait, des vues, notamment. Et puis, on a totalement remis à zéro notre façon de penser et d'imaginer les choses, parce qu'à la base, on vient plutôt du monde du journalisme, photo, texte. Et donc, l'objet du Tour d'Europe, c'était de faire des reportages de voyage. Donc, de pas du tout se mettre en avant. Donc, il y a eu de l'intéressement, mais pas autant qu'on aurait espéré. Et donc, on a bien vu que c'était plutôt le Tour d'Europe de Pauline et Simon qui plaisait avant tout. Donc, d'où la nécessité de se mettre un peu plus en avant et de jouer le jeu du YouTube, quoi. C'est-à-dire d'incarner un petit peu plus ce qu'on avait à proposer. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en appliquant ces codes-là, on pouvait très bien faire passer nos messages et nos reportages, nos rencontres et faire découvrir d'autres cultures et d'autres coins en France et dans le monde entier. C'est juste d'attraper ces codes-là et puis on peut faire quand même du fond. Les gens s'intéressent, regardent des vidéos longues et franchement, on regrette même d'avoir eu cette chaîne YouTube active un peu trop tard. Ouais. Il y avait plein de choses à raconter. Que c'est l'Europe, des péripléties, et franchement, folle et dingue, quoi. Mais c'est comme ça, on fait les choses progressivement. C'est la chose en ce moment. Donc vous gardez le cœur de reportage, j'ai envie de dire. Vraiment l'idée c'est de documenter les endroits où vous allez, de faire en sorte que les gens repartent un peu moins bêtes et apprennent des choses sur d'autres pays, d'autres cultures. Mais comme vous dites, maintenant vous avez un petit peu pivoté pour vous mettre un petit peu plus en avant parce que vous avez compris que c'était le vecteur qui faisait que les gens s'intéressaient aussi aux vidéos. C'est ça. Un peu plus en avant, un peu plus de conseils aussi, parce qu'il ne faut pas se leurrer, si les gens nous regardent, c'est pas juste parce qu'ils ont juste envie de voir nos aventures, souvent c'est des gens qui aussi sont inspirés par ce qu'on fait et ont l'idée à un moment donné de le faire, donc il ne faut pas être non plus que nombriliste et se dire que si les gens regardent, c'est parce qu'ils ont un intérêt à regarder, parce qu'on les inspire et ils veulent faire un peu la même chose finalement.
Donc notre chaîne, elle est un peu plus tournée vers le côté, oui, on raconte nos histoires, on raconte l'étranger, l'Europe, la France, mais aussi ce que c'est la vie en camping-car, en van, le voyage sur le long terme, ce que ça implique, les différents types de véhicules qui existent. Voilà, toutes ces choses qui peuvent intéresser à un moment donné des gens qui regardent YouTube et à qui on peut rendre service avec notre expérience. Et pour être vraiment honnête, on dit à chaque fois, le camping-car, c'est juste un moyen de voyager. C'est pas une fin en soi, on pourrait voyager en van, en fourgon ou en autostop, n'importe. C'est vraiment le moyen qui nous amène à découvrir d'autres personnes, à découvrir d'autres paysages, d'autres lieux. Et voilà, on n'a pas envie de s'enfermer dans le camping-car. Notre chaîne, on espère, on te rencontre toi, on parle de YouTube et d'autres choses, s'ouvrir à plein de sujets possibles. Donc voilà, c'est juste être curieux et puis avoir envie de partager des choses. J'ai envie de vous demander quelle est votre vidéo préférée sur votre chaîne. C'est pas forcément celle qui a le mieux marché d'ailleurs, et vous avez peut-être pas forcément la même l'un et l'autre. Pauline, t'as l'air inspirée, c'est quoi ta vidéo préférée? Attends, je cherche tout, je cherche. C'est vrai que je connais le podcast et je sais que cette question revient, j'aurais pu y réfléchir. J'ai patienté, nous traitons votre dialogue. Je parlerai plus d'une série que d'une vidéo en particulier. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'on a fait sur l'Ardenne, parce qu'on a su faire passer justement des choses, des découvertes, en justement se mettant en avant entre guillemets, en incarnant en fait les reportages sur les destinations. Ça faisait une petite série où on découvrait cette région de l'Ardenne qui était vraiment super, et où on a commencé finalement à avoir de l'interaction avec les gens qui aimaient bien ce qu'on faisait. C'était la première fois même qu'on nous disait qu'on savait bien faire passer les choses, qu'il se passait quelque chose, et que les gens en fait avaient envie vraiment de suivre la découverte de la région avec nous. Donc c'est vraiment cette série qui m'a en plus moi convaincue d'être beaucoup plus à l'aise avec YouTube, avec la façon d'être devant la caméra, parce que comme disait Simon tout à l'heure, on a un côté journaliste à la base qui est de ne pas se mettre en avant. Et comme si finalement nous c'était secondaire, alors qu'on se rend compte qu'avec YouTube, bien au contraire, c'est aussi les émotions qu'on fait passer en incarnant et puis en étant avec le spectateur, quoi. Ce qui nous a plu dans cette série, c'était qu'on faisait découvrir un coin de France et de Belgique aussi un peu décrié, où il y a beaucoup de clichés, et ça nous plaît beaucoup aussi, aller montrer des endroits qui sont pas connus, C'est ce qu'on et fait, essayer de changer un petit peu cette image-là. Et alors peut-être que moi, ma vidéo préférée, elle est assez récente, c'est les véhicules préférés des influenceurs, parce que ça a été assez de travail de rencontrer ces différentes personnes, et puis c'est aussi ce qu'on veut faire, c'est-à-dire partager d'autres parcours, d'autres voyages, ces rencontres, et puis les partager avec notre audience. Ça, c'était super, et chacun a pu donner comme ça des conseils sur des véhicules qu'ils utilisaient. Donc c'était à la fois du conseil, mais aussi de l'enrichissement sur des expériences diverses et variées. Ouais, d'avoir les mêmes expériences entre personnes qui voyagent, mais pas forcément toujours les mêmes ressentis et pas les mêmes problématiques aussi, et de pouvoir échanger autour de quelque chose qui nous anime dans la communauté en fait, de voyageurs itinérants. C'est des influenceurs de la communauté. Van life, et puis pas que seulement van d'ailleurs, mais voyageurs itinérants. Parce en octobre, on a participé au salon du véhicule de loisirs qui se situe à Paris, Le Bourget. Et donc, c'est tout nouveau dans ce monde-là, le monde des influenceurs. On était peut-être une 10-15aine. Et donc, on s'est rencontrés. Et c'est aussi pour ça qu'on fait une chaîne YouTube. Et c'est pour rencontrer d'autres personnes, tout simplement parce qu'on est des passionnés avant tout. Alors, les 2-3 toutes petites questions juste pour vous. Est-ce que vous avez une anecdote de camping-car, un truc qui vous est arrivé, qui vous serait pas arrivé si vous aviez voyagé autrement? Alors, bonne question. Ouais, c'est une excellente question. Parce que justement, si on a choisi, nous, à la base, de voyager en camping-car, c'était vraiment pour qu'il nous arrive des choses en voyage qui nous arrivent pas si on prend l'avion et qu'on va dans une destination. Des péripléties, Des péripléties. On a une petite ébauche des raisons du nom de cette chaîne. Et donc, l'idée, c'était vraiment aussi de rencontrer des gens en voyage. Et pour ça, le van ou le camping-car, c'est vraiment l'idéal parce qu'on va au plus proche des gens. Et si j'avais une anecdote à retenir, c'est celle d'avoir pu faire une rencontre vraiment géniale dans une station-service en Moldavie. Ça ne s'invente pas. Il pleuvait des cordes, mais un truc de fou. Et on s'est arrêté. Et là, il y a un type qui toque à notre vitre. Alors, spontanément, ça fait un peu peur, quelqu'un qui toque à sa vitre quand... je sais pas, les yeux, la personne... On a ouvert la vitre et... il voulait nous aider, en fait. Il nous avait demandé, mais qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous avez besoin d'une carte? Et en fait, je raconte ça parce que ça a été une des plus belles rencontres qu'on ait fait pendant ce tour d'Europe.
Parce que en fait, on était en camping-car, immatriculation française. Ça a intrigué quelqu'un qui, en plus, était hyper francophile, qui connaissait Francis Cabrel et Maître Gims. Ça ne s'invente pas. Et on a passé, au final, 3-4 jours avec lui dans sa famille. Et on a vraiment épousé la culture moldave, un pays qui est complètement inconnu. On a regardé Roland-Garros avec eux. C'était juste incroyable. Et voilà, une anecdote, à mon avis, sans camping-car, on n'aurait jamais pu faire ce type de rencontre. Ouais, parce que dans tous les pays de l'Est, notamment, c'était le regard que portaient les habitants vers notre véhicule, en fait. Et c'est ça qui crée le contact avec les gens. Les gens sont français, qu'est-ce qu'ils font là et qu'est-ce qu'ils font avec ce petit véhicule-là? Et mon Dieu, ils dorment dedans. Alors ça, quand on complètement incroyable. C'était inimaginable. Donc c'est vrai que ça crée un rapport particulier. Et puis nous, ce qui nous plaît dans le camping-car, c'est pouvoir aller comme ça dans des campagnes, dans des lieux où on n'irait pas si on est en avion. Ce Moldave, il a presque eu pitié de vous parce que vous dormiez dans votre voiture, en fait. Oui, ça lui semblait complètement incongru, en fait. Mais vous n'êtes pas bien. Enfin, vous n'êtes pas bien, je veux dire, pas dans la tête, hein, mais vous n'allez pas être bien si vous dormez à l'intérieur d'un véhicule. Venez à la maison. Et on avait beau dire, non, mais c'est bon, c'est fait pour. On voyage pendant 1 an dans le camping-car. Ça lui faisait un peu de la peine pour nous. Il avait surtout cette volonté de faire découvrir. Non, bah, après, en plus, la pitié n'est pas forcément... c'est plus... voilà, l'envie qu'on se sente bien, en fait, dans son pays. Et, il faut dire, pour placer un peu en contexte, la Moldavie, avec la Roumanie, c'est un tout territoire francophone au milieu d'autres cultures. Enfin, je dis francophone. Et en fait, ils se sentent vraiment très proches de nous, Français, en fait. Donc, ils regardent TV5, ils regardaient Roland-Garros, enfin, c'est des choses assez incroyables. Et donc, de voir les Français comme ça lui a fait quelque chose et on a senti qu'ils voulaient partager quelque chose avec nous. Du coup, tu as la même anecdote que moi. Oui, mais c'est par rapport au regard des gens en camping-car, c'est incroyable. Les rencontres qu'on peut faire. Le plus beau pays que vous ayez traversé? Allez, le plus beau pays que vous ayez... Écosse. Écosse, oui. Aucune personnalité. C'est pareil. Et quel est le meilleur pays pour voyager en camping-car? Moi, je dirais vraiment en Europe, du moins dans ce que je connais, les Balkans. Parce que c'est une région d'Europe où on se sent encore voyageur plus que touriste. Et on fait des rencontres et on prend des claques dans la figure très régulièrement. Donc c'est la définition du voyage pour moi. Et ces pays l'offrent. Je suis d'accord avec Pauline, je vais dire autre chose. Évidemment, la Finlande, parce qu'on peut être facilement seul au monde. On peut accéder à des bivouacs facilement si on est respectueux. Tout est mis en place pour se sentir libre. Faire des randos de dingue et avoir des paysages de fou aussi. Et ça aussi, c'est top. Alors, on va revenir un petit peu à YouTube. Comment vous faites vivre votre communauté? Vous avez aujourd'hui plus de 10 000 abonnés. J'imagine beaucoup de personnes qui commandent vos vidéos. Comment vous faites pour faire vivre cette communauté en dehors de YouTube ou même sur YouTube? Voilà, quels sont vos outils? Qu'est-ce que vous faites? En fait, tout a commencé pour nous sur Facebook. Vraiment, le gros de notre communauté au départ, aujourd'hui, c'est presque 6 000 abonnés. Ça a commencé sur Facebook. Donc, c'est là où on discute un peu avec les gens. On aimerait bien aussi créer un groupe parce que on sait. C'est ce qui a façonné notre communauté, juste pour voilà, c'est vraiment le Facebook, la base. Oui, ce qui est fort et maintenant ça nous fait un petit peu mal au cœur d'ailleurs parce qu'on aime de moins en moins Facebook. Et c'est là qu'on adore YouTube parce que on disait tout à l'heure, les échanges sont beaucoup plus profonds. Et retour aussi qu'on a sur nos vidéos, sur notre travail, c'est autre chose, quoi. Donc voilà comment on l'a fait vivre encore notre communauté sur Instagram aussi. On aime bien le côté instantané des stories. Là, même si Instagram aussi, des fois, c'est un peu trop sur du paraître, mais le côté direct des stories, ça, c'est intéressant. Coulisses aussi, hein. Instagram, ce qui est bien, c'est le côté coulisses qu'on ne peut pas forcément toujours raconter sur une chaîne YouTube. Donc, c'est assez complémentaire. Donc, Facebook, Instagram. Et on essaie quand c'est possible, et on espère qu'on va pouvoir en faire de plus en plus des salons comme le VDL, de rencontrer les gens directement. Il n'y a pas mieux. Donc là, on avait des rencontres abonnés au VDL, on a organisé aussi des expositions autour d'Europe. Enfin, c'est le mieux, quoi, rencontrer les gens en vrai. Voilà, un petit peu, on joue sur tous ces tableaux-là, les réseaux sociaux et puis des rencontres en direct. Vous aviez fait un live, je crois, pour vos 1000 abonnés? C'est ça. Vous en avez refait d'autres depuis? C'était bien Pas tellement, hein. Enfin... Eh ben non, alors peut-être qu'il y en aura un pour les 10 000, ou ça se trouve on l'a déjà fait, même si on ne sait pas. En fait, pour être honnête, on n'est pas trop live.
Ouais. Expliquez. On n'est pas trop live parce que, alors non pas par rapport au risque du live, parce que des fois on peut avoir peur de ce qui va se passer, de pas pouvoir tout maîtriser, chose qu'on peut faire quand on fait des vidéos en différé puisqu'il y a le montage, etc. C'est plus une question technique parce que ce qu'on a relevé beaucoup dans les lives, c'est que il y avait beaucoup de problèmes techniques des fois, de connexion, où on passe beaucoup de temps finalement à dire « Vous m'entendez ? Oui, non, est-ce que là ça va ?» à lire les commentaires, et je trouve que à la base c'est censé pouvoir apporter une certaine spontanéité finalement qu'on perd parce qu'on s'attache à lire les commentaires en même temps qu'on parle, chose qui est en plus pas donnée à tout le monde. Je pense faut savoir dissocier, mettre son cerveau La première fois sur c'est très fatigant. Ouais, c'était du sport en fait. À la fin du live, on a coupé l'ordi, on a fait waouh, la vache, c'était sport quoi. J'avais l'impression d'avoir couru un marathon de 10 km quoi. Mais je pense qu'on va essayer oui. plus souvent. Mais c'est vrai qu'au début, la crainte, on avait peur d'ennuyer les gens avec ces questions techniques. Vous m'entendez, vous me voyez. C'est ça. À vous les studios. Et il faut savoir aussi qu'on est très exigeants, Simon et moi, sur le rendu d'une vidéo. Et il faut toujours que ça soit chiadé. Et on est vraiment très tatillon. Peut-être que ça se voit pas, désolé, dans nos vidéos, je sais pas. Mais en tout cas, on veut pas que les gens s'ennuient. Et avec le live, on avait l'impression un petit peu de ce côté un peu... on erre un peu et où est le propos, on sait pas trop. Mais on change souvent d'avis, donc je pense qu'on en fera. Mais il faudra, comme d'habitude, que ça soit un peu maîtrisé chez nous. Je pense qu'on est un peu préparé un peu avant de se lancer. Dans l'esprit, on aime bien l'esprit FAQ, en fait, d'avoir des questions avant qui nous sont posées, auxquelles on peut réfléchir. On peut vraiment, faut aussi peser ses mots des fois, et puis vérifier ses informations. C'est ça qu'on aime bien, ça aussi. Avoir le temps de préparer les choses et de répondre vraiment correctement aux personnes, aux abonnés. Bon, vu que vous êtes très très tatillon sur la qualité des vidéos et du contenu, j'espère que vous pardonnerez la qualité sonore de ce podcast parce que je suis encore en train de chercher mes marques. Je sais que les 3 premiers avaient un son assez mauvais. J'espère que c'était surtout l'enregistrement et que là ça ira mieux, mais si jamais le son est pas bon, j'espère que vous me pardonnerez. Maintenant, on est beaucoup plus tolérants avec les autres qu'avec nous-mêmes, de toute façon. Il y a pas de soucis, ça se trouve, c'est peut-être nos voix aussi. Oui, non. À l'occasion, on va glisser un message aussi aux Sûr que ça auditeurs sera en leur disant j'y travaille, ça va améliorer ses problèmes. Non, c'est surtout une façon de dire qu'on est tous tatillons en fait, et on balise tous sur notre façon de faire. On est tous pareils. Quel conseil vous auriez aimé recevoir au moment où vous avez démarré votre chaîne YouTube ? C'est dire que ça sert à rien de faire des superbes vidéos chiadées, comme on le dit, si la forme n'y est pas, si le visuel n'y est pas, c'est-à-dire une bonne miniature et un bon titre. T'as beau faire tous les efforts du monde, si tu prends pas le temps de réfléchir à cette apparence-là, c'est pas la peine d'aller plus loin. Faut commencer par ça. J'aurais aimé qu'on nous le dise dès le début, parce qu'on aurait sûrement moins perdu. Ouais, on aurait plus mis surtout en valeur des contenus qu'on avait et qu'on a encore et qui finalement font peut-être et qui dorment, voilà. Ouais. Et ça, on l'a appris en suivant une formation. Ouais, mais au hasard, un certain Sylvain, je sais pas. Bon, voilà. Dans la chaîne canapé. Comment vous répartissez le boulot sur votre chaîne YouTube ? Parce que vous êtes à 2. En couple, c'est pas toujours évident de gérer ça au quotidien. On a tourné une vidéo pour la chaîne du Coin des Youtubeurs à ce sujet, justement. Mais j'aimerais que vous me disiez ici dans ce podcast, comment vous gérez ça, justement, à 2 ? Simon est un peu plus sur la partie technique, montage, et puis tout ce qui se passe après au niveau de la propulsion de la vidéo sur la plateforme. Et moi, plus sur l'éditorialisation et les scripts de nos vidéos. Donc, plus créa, contenu. Vous écrivez vos vidéos ? Alors, on les écrit pas totalement, mais à minima, on fait un plan et un script, quoi, une béquille, une trame, voilà, qui nous aide justement à ce que ça soit bien carré. Parce qu'avant, on perdait énormément de temps, on avait beaucoup trop de rush, on est très bavard, vous pouvez peut-être l'entendre. Aussi en vidéo, ça fait énormément de travail après de montage, donc on a essayé de se structurer au maximum dans l'intro, dans le déroulement en tout cas de la vidéo. Et tout ça, ça fait qu'on est assez complémentaires en fait et qu'on ne marche pas entre guillemets sur les plates-bandes de chacun, bien qu'on a tous les deux sur les deux aspects notre mot à dire. On se consulte énormément avec Simon sur les étapes du montage des vidéos jusqu'à leur publication. Ça fait quelque chose d'assez complémentaire. Et puis après, surtout l'après-parution de la vidéo, ce qui est réponse aux commentaires, animation. Là, on est à 2.
Voilà, donc c'est un petit peu en gros, notre répartition des tâches. Et c'est vrai que je suis un petit peu plus Technique. dans les analytics, par exemple. Voilà, moi, j'adore ça, regarder les C'est un passionné. Hein. les chiffres. Quand la vidéo sort le dimanche à 21h, voilà, je suis à regarder si elle va performer ou pas. Il faut halluciner. Hein. C'est peut-être le côté un peu scientifique, c'est à la base, je sais pas, mais t'es un peu comme ça, Sylvain, aussi. Toi, t'aimes bien J'aime bien. les chiffres. Ah ouais. Pas être collé dessus non plus. Non, mais c'est intéressant. Mais content, ouais, tu sais, ça comprendre et prendre. Enfin, on a énormément de données sur YouTube, on a de la chance par rapport à d'autres plateformes. Si on regarde les podcasts, par exemple, on a 0 données. On sait le nombre de personnes qui ont téléchargé le podcast. Ouais. On sait pas s'ils ont écouté jusqu'au bout, s'ils ont aimé ou pas, etc. Sur YouTube, on a des tonnes de données et c'est passionnant à étudier parce qu'on peut en déduire des choses sur l'audience, sur ce qui plaît pas et c'est super intéressant. C'est comme ça qu'on peut s'améliorer, ouais. Et ensuite, pour continuer, la difficulté aussi, c'est de trouver la séparation entre le travail, Vie perso. YouTube, vie perso. Et voilà, ça c'est le même problème pour beaucoup de blogueurs qui travaillent à deux sur un quand c'est projet. limite, ça c'est le plus compliqué. Pour se garder des moments à nous aussi, où pas parler tout le temps création vidéo, photo, article, reportage. Statistiques, abonnés, nombre de vues sur la vidéo, idées, mais c'est quelque part ce qui est aussi passionnant d'un côté et ce qu'on partage aussi à deux quand on est quand on gère une chaîne YouTube à deux, justement. Et quand vous êtes en voyage, vous arrivez justement à profiter de l'endroit parce que c'est compliqué en même temps de se dire c'est magnifique, il faut que je tourne des images, mais en même temps c'est magnifique, il faut que j'en profite. Et pour en profiter, c'est difficile de tourner des images en même temps. Comment vous gérez des équilibres un peu entre les deux? Est-ce que vous arrivez à garder, on va dire, l'effet de surprise des premières secondes où vous êtes à un endroit et vous gardez ça pour vous? Ou est-ce que vous voulez les partager avec l'audience? Comment vous gérez ça justement? Mais je dirais que c'est le plus difficile. Hein, Ça c'est une super question qui nous anime tous parce que oui. Parce qu'à la base, on voyage quand même par passion. Ensuite, la chaîne YouTube vient, c'est aussi une passion. Et il faut arriver à conjuguer les deux sans troubler ce pourquoi à la base on voyage. Dans notre cas de créateur voyage, hein, j'entends. Ça peut être sur d'autres sujets. Hein. Donc, comment on fait? Comment on fait? C'est une bonne question. Je pense que des fois, on n'y arrive pas. Et qu'il faut des fois avoir ce recul pour se dire attends, là, peut-être qu'on est en train de louper quelque chose et qu'il faut 2 secondes poser le matériel, arrêter de penser YouTube, arrêter de penser création pour vraiment vivre l'instant. Mais ça, je pense que... alors peut-être que tu n'auras pas le même avis que moi, mais je pense que c'est toujours ce qui arrive à un moment donné à un créateur, c'est de se dire attention, là, je outrepasse mon plaisir quand même. Il faut que ça reste un plaisir et il faut savoir se couper. C'est le plus dur. Et en fait, moi je dirais que c'est plutôt aussi avec un peu d'expérience, plus on fait de vidéos, de photos, plus entre guillemets, on va savoir avec des très 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 gros guillemets ce qu'on va pouvoir montrer. Et en fait, c'est comme une vidéo. On va se dire, là, il me faut entre guillemets telle image, telle séquence. Et une fois qu'on a ça, et là, on peut se dire, c'est bon, on a de quoi faire, on a le matériel et on peut mettre de côté tout ça et vraiment en profiter. Personnellement. Oui, mais tu vois, là, dans ce que tu dis, Sylvain parlait des premiers instants, par exemple. Quand par exemple, un matin, j'ouvre ma portière et où je regarde par la fenêtre et je vois un super lever de soleil. Et la première chose, quand on n'a pas une chaîne YouTube ou qu'on n'a pas envie d'en faire quelque chose de matière à montrer, c'est de l'apprécier pour soi. Et en fait, souvent, ce qui se passe, c'est le processus inverse. On pense déjà aux autres ou déjà au travail avant de penser à soi. Et en fait, c'est un phénomène un peu inversé. Je pense très honnêtement que c'est un problème, mais c'est pour ça qu'il faut des fois se ménager des moments où on ne travaille pas pour une chaîne, on se garde des moments pour soi. Enfin, je pense en fait qu'il n'y a pas de bonne solution dans ce genre de situation que tu décris, Pauline, où effectivement, tu ouvres la porte du camping-car pour la première fois le matin, parce que soit tu l'ouvres que pour toi, et tu vas garder cette réaction très pure, j'ai envie de dire, la première réaction qui est la meilleure, uniquement pour toi, soit tu te dis je vais tout préparer pour le filmer, et dans ce cas-là, la réaction sera moins honnête, puisque forcément tu seras en train de te filmer. Je l'ai vécu il n'y a pas très longtemps dans une sortie photo, où on m'a emmené pour découvrir une cascade, la cascade était magnifique, je suis allé voir la cascade, j'ai fait waouh c'est magnifique, et après je suis retourné en arrière, et j'ai dit on va aller découvrir la cascade ensemble. J'ai fait un petit mensonge, d'accord. J'ai reproduit les sentiments que j'avais, mais c'était pas le même, c'était pas aussi transparent, mais en même temps, spontané. J'avais envie de la découvrir par moi-même sans être en train de me filmer en même temps. Ouais. Et je pense qu'il n'y a pas de bonne solution en fait dans cette situation-là. Donc je pense que l'idée que vous avez de dire, certaines fois,
on accepte d'avoir cette première émotion pour le public de la chaîne, et certaines fois on se le garde pour nous. Je pense que c'est une bonne solution. Compromis. Et je pense que le fait que vous prépariez vos scripts aussi, c'est très important, parce que c'est ce que tu disais, Simon, quand vous savez de quel plan vous avez besoin, une fois que les plans sont dans la boîte, on peut profiter du reste. Alors que quand on ne sait pas ce qu'on veut à la fin de la vidéo, on va tourner, et à la fin on va peut-être rentrer dans son camping-car et se dire mais on a profité ou pas du tout. Ouais. Et derrière, garder juste le tiers au montage, quoi, d'une vidéo. Donc, Mais c'est aussi la difficulté, c'est-à-dire, on peut prévoir plein de choses, hein. On peut écrire, mais il faut aussi se laisser la part d'inattendu en voyage, et donc c'est toujours un curseur pour le juste milieu entre ce qu'on attend, ce qu'on veut, et mais en même temps ce qu'on ressent. un équilibre, hein. Ouais. Juste, ça fait quelque chose, moi, ce qui m'a aidé aussi à profiter un peu plus, c'est le matériel, à avoir du matériel beaucoup plus performant, quelque chose de tout bête. Au début, j'avais un téléphone qui faisait pas de bonnes photos, de bonnes vidéos. Là, je sais que j'ai dans la poche. S'il y a un moment que je veux photographier ou retranscrire, j'ai juste à le sortir de ma poche ou avoir un appareil photo beaucoup plus léger, tout ça. Ça me prend moins de contraintes techniques et je le fais plus rapidement. Et du coup, c'est fait et ensuite, j'en profite mieux. Ouais, c'est vrai. C'est la parfaite transition. On va enchaîner sur la question suivante qui parle du matériel. Avec quel matériel vous avez démarré sur YouTube et qu'est-ce que vous avez aujourd'hui comme matériel? On a démarré avec le Canon, c'est ça? Alors, 700D. un Canon, oui. On s'est beaucoup cherché au niveau du matériel, alors surtout au niveau du son. Et là, il y a quelque chose de variable. Ça a changé un petit peu la vie récemment. C'est le Rode, je mettrai sûrement les références, mais le Rode Wireless, c'est ça? C'est un micro Portatif. cravate, mais sans fil et qui fonctionne en Wi-Fi. Et ça, c'est incroyable. Il suffit d'appuyer sur juste 2 boutons, le mettre sur l'appareil photo, le son est parfait. Ça nous fait gagner un temps fou. Parce qu'avec les fils et tout ça, c'est problématique. Donc, on file beaucoup au Canon et aussi au téléphone portable pour avoir ce côté instantané et embarqué. Et donc, on filme aussi avec un autre téléphone portable, c'est un Sony Xperia. Je suis assez bluffé, moi qui suis photographe à la base, j'étais anti-téléphone portable et tout ça, mais ça fait une qualité c'est incroyable, qui permet d'être spontané. Et on est en train de regarder pour acheter un boîtier type Sony Lumix pour pouvoir faire des choses un petit peu plus vlog avec une meilleure qualité quand même d'image. Et plus léger. Et plus léger aussi. C'est le plus difficile en voyage, avoir du bon matériel au niveau technique, qui soit léger, plus encombrant, qui soit performant au niveau batterie, parce qu'on n'a pas d'électricité aussi. Même si, comme on l'a vu récemment, sur une chaîne YouTube, on a l'impression qu'on nous pardonne plus une image qui est moins top qu'un son qui est pas top. Non, mais c'est vrai, souvent, dans les commentaires, les gens vont plus relever genre « Ah là, t'as des problèmes de son », plutôt que là, il y a un problème d'image. Et après réflexion, c'est vrai que maintenant, quand je regarde des vidéos sur YouTube, si le son est moins bien, j'arrive moins à être dedans. Et au niveau éclairage, c'est toujours le soleil qui vous éclaire? Vous avez des fois des lampes? Comment vous faites? On prend bien le soleil. On essaie au maximum lumière naturelle. De choper les belles lumières le matin et le soir. Et ça, c'est ce qui est génial aussi en camping-car, c'est qu'on peut dormir sur place. Donc on est au balcon de ces premières lueurs. Parfois au balcon même. Oh là là. Excellent. Magnifique. Excellent. 5 étoiles pour cette blague. Et sinon en studio, on a je sais même pas comment on appelle ça. Des lampes d'éclairage. C'est un petit peu comme toi. Des softbox? Des softbox, voilà. Quelque chose de tout con acheté sur Amazon qui fonctionne très bien. On va essayer de trouver d'autres choses un peu plus performantes. Mais voilà, tous les deux, on travaille vraiment, même dans nos reportages, sans flash, sans lumière additionnelle. Donc, sans tout naturel. Sans trop de filtres, ouais, voilà, on essaie de tracer. Sans filtre. On est sans filtre. On travaille sans fil. Comment vous monétisez vos vidéos aujourd'hui? Est-ce que vous vivez de YouTube ou pas encore? Ou pas du tout? Ou c'est pas dans vos plans? Enfin voilà, si ça vous dérange pas, est-ce qu'on peut parler un peu d'argent? On est multimillionnaire, donc il n'y a pas de souci. Oui, et c'est intéressant de parler argent parce que les gens posent beaucoup de questions autour de ça. Il y a beaucoup de fantasmes, donc je pense on pense qu'il faut être assez transparent au niveau de tout ça. Donc notre chaîne est monétisée depuis juillet. Voilà, on a passé différents seuils. Juillet 2019. Juillet 2019, voilà, donc c'est tout récent, donc on n'a pas encore beaucoup de recul. Pour l'instant, avec ce qu'on gagne, qui est entre 200 et 400 euros par mois pour l'instant. Voilà, ou dollars, je ne sais plus. Dollars. Alors ça, c'est bien sûr avant toute commission éventuelle, toute taxe en entreprise. On ne met pas dans notre poche les 200. Non, c'est vrai qu'il faut dire que créer une chaîne YouTube, c'est beaucoup de charges, c'est beaucoup de matériel à investir, c'est beaucoup de frais de transport et de frais annexes.
Donc pour l'instant, c'est tout petit. On essaye de faire de plus en plus des partenariats avec des marques ou des organismes qui nous ressemblent, enfin, auxquels on adhère. Donc ça demande aussi du temps parce qu'il faut sélectionner les demandes, évacuer les mails de demandes de n'importe quoi. ou ailleurs. Enfin, on en reçoit, Quand on passe 10 000, quand on est proche de 10 000 abonnés, on commence à recevoir tout et n'importe quoi. Ouais. Ça demande beaucoup de temps aussi, on ne s'en rend pas compte, mais de trier et puis d'aller voir aussi ce que proposent ces personnes-là. Il y a aussi l'affiliation, on essaie de plus en plus de la développer, notamment là on va développer, c'est une exclue, un nouveau site internet. On va bien lancer en premier trimestre 2020, donc qui se charge plus vite avec plus de trafic, de référencement, plus de conseils, où là on espère aussi avoir quelques petits revenus de l'affiliation. Et en fait l'idée de tout ça, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et d'avoir plein de petites sources de revenus comme ça. Et pour répondre à ta question, ce qui nous fait vivre aujourd'hui avant tout, c'est notre activité, c'est le reportage en tant que tel pour des magazines. Là-dessus, c'est vrai que YouTube nous aide pas mal à montrer ce qu'on sait faire aussi et on peut espérer, enfin on le fait déjà actuellement, faire des vidéos pour des prestataires, vendre en fait nos compétences de vidéo, de reportage. Et ça, c'est un équilibre qu'on trouve entre la monétisation directe de la chaîne et on va dire des revenus qui sont indirects, qui sont de notre métier de base, qui est journaliste et photographe. Donc voilà, on arrive à trouver notre équilibre pour l'instant comme ça. On parlait des Ardennes tout à l'heure. Par exemple, on a fait des vidéos pour notre chaîne YouTube. Mais en fait, on avait une commande alors pas par rapport à ces vidéos, mais de faire des circuits en camping-car pour d'écrire des reportages sur tel ou tel circuit. Et en fait, on trouve à chaque fois le juste équilibre. C'est ça, quand on est indépendant, on essaye de multiplier les ressources de revenus et puis d'être assez éclectique. C'est-à-dire que des fois, ça va dans les deux sens. Parfois, ça va être un organisme ou une société qui va repérer vos vidéos et qui va dire « j'aimerais vous embaucher pour faire quelque chose parce que j'ai vu vos vidéos, j'aime bien ». Et parfois, comme dans le cas des Ardennes, si je comprends bien, vous y alliez pour le travail et vous en avez profité pour faire des vidéos pour votre chaîne YouTube par la même occasion puisque vous étiez déjà en déplacement de toute façon pour le travail. C'est exactement ça. Exactement. Voilà. C'est un équilibre. Ouais, c'est assez cool. Et après, ça, on pourra en parler avec toi aussi, mais on ne ferme pas la porte à aussi des vidéos sponsorisées. Donc ça, c'est pareil, c'est tout nouveau pour nous. Là, il va y en avoir une première bientôt. C'est aussi trouver du soutien comme ça et aussi l'expliquer aux abonnés, ceux qui nous suivent, en disant « oui, cette vidéo a peut-être été sponsorisée, déjà on a choisi, on teste et voilà, c'est normal. » Mais ça nous permet d'être créatifs et d'avoir du temps pour faire ces vidéos, partager avec vous gratuitement. Dans le dernier épisode du podcast, j'ai interviewé Olivier Schmitt, qui lui fait beaucoup de vidéos sponsorisées, et sa vision, je la trouvais intéressante. Il dit, chaque fois que j'ai une vidéo sponsorisée, je prends le budget et je le réinjecte dans la vidéo. Alors tout le monde n'est pas capable de faire ça, parce qu'on a besoin de vivre aussi derrière. Mais lui, il y a une entreprise qui lui a donné 1 000 €, 2 000 €. Il dit, avec ces 2 000 €, je vais payer des danseurs, je vais payer un cadreur, et je vais me faire une meilleure vidéo de tous les temps. Et j'aimais bien cette approche-là, de se dire, ce budget, il n'est pas que pour ma poche, il est aussi pour améliorer le contenu de la chaîne. C'est clair, mais ça, il faut l'expliquer parce que spontanément, quand on fait des vidéos, des fois, les gens ont l'impression qu'on fait que s'amuser, quoi, que ça ne nous coûte pas, je veux dire, dans les frais, dans le matos, donc il y a une grosse pédagogie, je pense, à avoir avec ça et expliquer que ce qu'on gagne, on le réinvestit souvent dans notre force de travail, quoi, et dans notre outil de travail. Et une autre nouvelle pour le podcast, c'est aussi en 2020, on voudrait créer notre entreprise. On est en train de chercher peut-être SAS. Donc là aussi, on pense que ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir vraiment avoir là pratiquement ce que tout ça nous coûte. Parce qu'aujourd'hui, on le paye de notre poche, mais quand on va voir tout ce qui est nécessaire à nos différentes activités via l'entreprise, d'un point de vue comptable, ça va être aussi très intéressant de pouvoir mesurer tout ça. L'indemnité kilométrique d'un camping-car, ça doit être quelque chose aussi. Ah oui, avec 10 à 12 litres au 100, oui, ça cause. Qui date un petit peu. Quels sont vos plans pour le futur de la chaîne ? On a un petit peu abordé là déjà, mais allez, dans 2-3 ans, elle en sera où la chaîne Péripéties et à quoi vous voulez que ça ressemble ? À nous déjà. Oui, on veut surtout pas qu'on s'enlever l'identité de la chaîne. On aimerait la voir grandir, avoir un peu plus de personnes qui nous suivent, plus d'abonnés, et que ces gens-là s'intéressent vraiment à ce qu'on veut dire aussi. C'est-à-dire sur le reportage, sur les astuces. Soit une chaîne pour les curieux au sens large. Alors, nous, on transmet ça via le voyage,
Mais comme on le disait tout à l'heure, on n'a pas envie de s'enfermer dans des types de véhicules, donc on voudrait que ce soit une chaîne ouverte. Alors, on a compris que pour passer sur YouTube, il fallait être plutôt une niche au début. C'était là qu'on a fait aussi, d'être trop large et trop généraliste au début. On était un petit peu naïf peut-être. À l'envers, ouais. L'ambition, je sais pas. Donc voilà, là on a pris les choses dans l'autre sens. On est un petit peu plus axé sur le camping-car et le voyage, et on veut ouvrir de plus en plus à d'autres thématiques. On a parlé YouTube avec toi. On rencontre aux personnes qui font des choses formidables, et je trouve que ça rejoint quand même la thématique du voyage sur notre chaîne quand même. C'est de rencontrer des personnes qui ont, je sais pas, des modes de vie différents ou des façons de faire différentes et qui peuvent avoir des idées et de les partager au plus grand nombre. C'est vraiment ce que j'aimerais arriver à faire. Ce qu'on aimerait arriver à faire de la chaîne Périplessis, quoi. Et après, pourquoi pas aussi des débats entre guillemets un peu plus philosophiques, mais réfléchir à des choses sur notre société, sur voilà, rencontrer des artisans, enfin plein de choses. C'est un peu notre problème, on a plein d'idées. Ouais. Vous n'êtes pas les sages. Je crois que c'est souvent la même chose pour On est débordant. Il faut savoir se cadrer un petit peu aussi, parce que sinon on peut partir dans tous les sens. Y aller progressivement aussi, parce qu'on a envie des fois de brûler les étapes parce qu'on a des idées et puis on part dans tous les sens, et en fait il faut que ça soit progressif, et ça, c'est ce qu'on a appris avec des formations aussi, c'est de faire bien les choses pour qu'elles aient de l'impact, et puis après on peut ouvrir, quoi. Mais on espère que la chaîne existera toujours, qu'on aura aussi ça va toujours cette même envie, cette même passion, parce que on sait pas, après j'entends aussi parfois que c'est très chronophage, que aussi ça peut parfois aussi dégoûter de s'enfermer un petit peu trop dans tout ça. Donc on se souhaite aussi d'avoir toujours le recul nécessaire pour avoir l'envie. C'est ce que j'allais dire, pour ça il faut toujours avoir le recul aussi. On parlait des chiffres tout à l'heure, de pas non plus penser qu'en termes de chiffres, et puis de se dire vraiment de conserver ce cap de la qualité, parce que c'est ça au bout du compte qui fait que les gens suivent, et puis qu'on se fait une communauté qui est vraiment attachée à ce qu'on fait, quoi. Et ne jamais oublier pourquoi on a fait cette chaîne, par passion. Alors, tu parles de la formation, alors j'ai envie de sauter sur l'occasion, parce que vous avez suivi la formation L'Accélérateur des créateurs vidéo, qu'on peut retrouver sur creator.video/accélérateur d'ailleurs. Et du coup, j'aimerais avoir votre retour. Maintenant que je vous ai devant moi, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Est-ce que vous la conseillez? Enfin, voilà. Eh ben, oui, on va faire un retour, et il sera assez dithyrambique, parce que... alors, je crois que c'est par contre Simon qui avait trouvé la chaîne, hein, le coin des youtubeurs. C'est plus ma partie. C'était la partie de la technique. Donc après aussi, on l'a dit, on travaille à deux. Donc il m'en a parlé, on a commencé la formation. Et c'est vrai que moi, j'étais assez dubitative au départ. Je me disais, ouais, les codes YouTube, pourquoi? Est-ce que t'es sûre? Et en fait, la formation, elle a vraiment achevé de me convaincre, parce que ça aide à trouver plein de petits trucs et astuces qui sont pas grand-chose, mais qui, quand on est convaincu du contenu de sa chaîne, de sa vidéo, t'arrives à la propulser juste en ayant les codes qu'il faut, et les petites choses qui peuvent, des réflexes des fois qui peuvent être absolument évidents en fait quand on a un peu de recul. En fait, ils le sont pas, mais et qui finalement on est content parce que ça donne vraiment un résultat, et rapidement, quoi. On voit et il tombe sous le sens, et c'est des choses logiques. Donc ouais, ça nous a vraiment énormément servi. Pour dire, on a été récemment là propulsé par YouTube en tant que créateur à découvrir. Donc ça a été une excellente surprise, parce qu'on pense sur la page tendance, parce que on s'y attendait déjà pas du tout. Et puis pour nous, c'est quand même un signe que on n'a plus à la machine YouTube, donc c'est quand même bien, et qu'on est sur la bonne voie, et que tout ce qu'on a pu mettre en œuvre d'après les conseils, ça marche, quoi. Moi, je suivais beaucoup ta chaîne, le coin des youtubeurs, donc j'ai grappillé comme ça plein de tes petits conseils que j'essaie déjà d'appliquer. Ce que j'ai trouvé intéressant dans la formation, ça avait le mérite de remettre tout ça à plat, j'ai envie de dire, de reposer en fait toutes les bases, et de manière très, comment je pourrais dire, très carrée, côté ingénieux de la formation, c'est-à-dire que voilà, c'est une méthodologie. Méthodologie à suivre. Voilà. Et ça c'est intéressant. On ne va pas y passer 3 mois. Enfin, les choses principales sont dites comme ça. Et c'est un petit peu pour tous les niveaux. Et ça a le mérite de reprendre toutes ces bases-là. Et à nous ensuite de les appliquer. Et de les faire comprendre aussi, vraiment l'utilité. Parce qu'au départ, on peut nous donner le conseil comme ça, mais je trouve que ça devient très, dans la démarche, très intellectuelle en fait. Et on comprend mieux comment c'est fait. Mais vraiment, j'insiste, moi j'étais vraiment genre, tu crois, et j'avais vraiment par exemple beaucoup de mal avec ce dont on a parlé
hors interview, en off, mais avec les titres un peu accrocheurs, ce qu'on a tendance à appeler putaclic, mais en fait qui ne sont pas vraiment des putaclic. Mais j'avais peur de tromper mon audimat, enfin ceux qui regardent la vidéo. Et en fait, j'avais trouvé ça bien parce que dans la formation, tu disais que en fait, il fallait justement être honnête. C'était pas mentir, c'était mettre en avant quelque chose qui allait accrocher en fait. Et finalement, je me mettais par rapport à mon propre expérience, qu'est-ce que je regarde comme vidéo ? Un titre qui va accrocher, donc je peux pas espérer des gens qui ne se comportent pas comme moi. Et en fait, une fois que j'avais compris ça, j'avais beaucoup moins de mal à accepter de jouer le jeu un petit peu du titre un peu raccrocheur. Voilà. Et ta formation elle arrive au beau timing pour nous, je dirais, parce que tu l'as lancé fin juin, si je dis pas de bêtises, début juillet. Et c'est à ce moment-là qu'on a lancé une série Road Trip en van. Et en fait, donc on était dans un contenu un peu de niche, on va dire, et avec une thématique porteuse, le van, et on a pu appliquer là tous ces conseils. On avait toutes les recettes, entre guillemets, du succès. C'est-à-dire la thématique en plus. Ouais. Donc en appliquant, là, on avait tout sur un plateau, il suffisait, entre guillemets, d'appliquer ces différentes choses, de faire aussi le travail derrière. Et voilà, je pense que c'est ça qui nous a propulsé aussi. Après le VDL avec ses rencontres, d'être un peu sur un événement avec une actu quoi, un peu plus forte. C'est plein de petites choses comme ça qui, je pense, ont aidé à propulser. Et puis encore une fois, tous ces outils qui n'empêchent pas de faire vraiment ce qu'on veut, quoi. Ça n'empêche pas, c'est juste des petits trucs, des petites astuces, finalement des gros, mais voilà. Et on perd pas, en fait, moi j'avais la trouille de perdre l'identité de ma chaîne, et en fait, non, quoi. Au contraire, ça l'a valorisé. Bon, ça fait super plaisir en tout cas de vous entendre dire ça. Et en plus, tu as réussi à placer dithyrambique, donc c'est quand même vraiment... Ouais, j'avais préféré. C'était quand même 10 €, ça me chie. Non, mais c'est pas contre toi, Simon, mais ça me fait très plaisir que Pauline, tu dises que ça t'a convaincu alors que tu n'étais pas convaincu au départ. Parce que justement, tu as commencé par dire une formation, c'est technique. Et ce que je voulais mettre dans cette formation, c'était justement pas que de la technique. Et de dire, c'est important de prendre du recul et de comprendre pourquoi on fait les choses. Certes, la technique, il la faut. Il faut que ce soit des conseils pratiques qu'on peut appliquer tout de suite. Mais il faut comprendre les choses derrière. Et donc, il y a à peu près autant de modules qui sont sur le pourquoi je fais cette chaîne, à qui je la destine et comment je fais pour poser ça sur le papier et être clair avec moi-même, que des modules qui vont t'aider à faire des bonnes miniatures, des bons titres et à faire en sorte qu'il y ait du monde qui voit tes vidéos. Donc je suis content que c'est... Ah ouais, ça c'est à la fin en fait. Et comme je connais Pauline, je peux dire que c'est le meilleur compliment que tu puisses avoir parce que... Et forcément... je te dur à convaincre. Hein. Pour finir, on a beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast, qui démarrent tout juste sur YouTube ou qui se posent même la question de démarrer, qui se sont pas encore lancés. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui veut démarrer sur YouTube en 2020 ? Y croire à fond, être passionné, bien penser que tout peut être intéressant. Il y a plein de choses diverses et variées sur YouTube, donc vraiment, même si on a une passion, je sais pas pourquoi, vraiment très précise, y croire et y aller à fond parce qu'il y aura toujours des gens qui seront intéressés. Et ne jamais... Le conseil, c'est aussi beaucoup de travail, quoi. Ça, faut pas le négliger. Beaucoup de travail. Ouais, savoir vraiment pourquoi on fait la chaîne et pas se dire je veux faire une chaîne YouTube pour être connu ou pour gagner de l'argent. Je pense que ça, c'est vraiment... Mais je vais casser du rêve, mais c'est juste impossible. Il faut être guidé par la passion, un point, c'est tout. Donc, le point de départ, c'est la passion et de jamais changer de cap par rapport à ça. Et ça revient à ce que dit Simon, c'est d'y croire à fond et quand même énormément de travail. Désolée aussi de casser peut-être, et c'est beaucoup de travail. Ne jamais lâcher parce que des fois, on a... Des coups de mou. Ça ne fonctionne pas forcément, on y met beaucoup de temps et on se dit, mais non, on n'a pas de vue. Il faut jamais lâcher, un jour ou l'autre, ça paiera, entre guillemets. Et puis, c'est les algorithmes, donc une fois qu'entre guillemets, c'est parti et qu'on continue à travailler, faire du bon contenu, et ça va continuer à grandir normalement. Donc, voilà. Ouais, on est finalement récompensé, la preuve, hein, on en a eu la preuve récemment, donc voilà. C'est grisant. C'est ça. Une drogue. Ouais, non, c'est vrai, c'est une drogue. Est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs où on peut vous retrouver sur Internet ? Oui, tout à fait. Sur la chaîne Périplétie, nos voyages et astuces en camping-car, donc sur YouTube. Sur Facebook, sur Instagram et aussi sur notre site Internet. Exactement, qui va changer d'apparence à partir du début de l'année 2020. Voilà. Donc rejoignez notre communauté, on voyage, on découvre, on rencontre. Et voilà, et donc c'est Périplétie un peu partout et le site www.périplétie.fr.
Et je vous mettrai tous les liens dans la description de toute façon de ce podcast. Merci. C'est parfait. Et merci. Un grand merci à vous deux pour avoir joué le jeu, participé à cet épisode. Ça m'a fait super plaisir. J'ai appris plein de trucs. J'espère que les auditeurs aussi. Et je vous laisse le mot de la fin pour dire au revoir. Eh ben, encore merci à toi de nous accueillir parce que. Ah oui. Il se passe un truc là. Là, je le regarde. Parce que c'est un running guide, ce que je n'arrive pas à conclure. Donc merci Sylvain, à très vite et continue à faire des vidéos. Merci à tous et puis à bientôt sur Périplessis et sur le coin du youtubeur. Bye bye. Bye bye. Eh bien, bonjour. Bonjour. Bonjour, et c'est. Et c'est Et c'est gagné. c'est gagné. C'est un podcast à Tigre pour satanique. C'est pas trop. Va bien se marrer quand tu pourrais écouter les sons. Ça tourne encore. On joue à ni oui ni non. Moi, je trouve Sylvain, il est spécial. Ah, il est un peu spécial quand même. Hein. On a du mal et puis c'est pas très limpide comme interview. On sait pas trop quoi répondre. On n'arrête pas de bégayer. On va pour un livre. Voilà. Déçu. Il nous a même pas servi un verre de Beaujolais, quoi.